Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On a eu une semaine qui a été quand même positive, avec pas que du rouge, du vert, on a respiré un petit peu au niveau des marchés. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? On est vendredi, journée de clôture, journée de volatilité, il va falloir peut-être être préparé à la volatilité, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Mais en tout cas, on a eu des bonnes nouvelles cette semaine. Je sais, ça se voit pas toujours, tout le temps dans les cours, mais on a vraiment eu des bonnes nouvelles. On va parler ici de la bonne nouvelle qui arrive le 27 mars, c'est Paul Atkins qui est défini comme étant le président de la SEC. SEC qui est vraiment l'autorité la plus importante pour nous au niveau des crypto-monnaies. Parce que c'est elle qui détermine si oui ou non c'est une securities. Vous allez voir en quelques instants que c'est déjà en train d'évoluer, même sans président de la SEC, mais avec un président de la SEC qui prend crypto, je peux vous assurer que ça va swinger. Par contre, il va falloir être patient. C'est pas parce qu'il arrive le 27 mars que forcément le 27 mars ou le 28 mars, il va faire des grosses annonces. Non, je pense qu'il va falloir être peut-être un petit peu plus patient que ça et patienter une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être même un mois, le temps qu'ils prennent possession de l'ensemble des dossiers, mais je suis sûr qu'ils sont déjà en train de préparer son arrivée. C'est juste une arrivée qui est plutôt officielle à mon goût. Et ça se voit aussi dans les annonces que sont en train de faire la SEC avec le Proof of Work, et les cryptos qui dépendent du Proof of Work ne sont pas des securities. Alors historiquement, c'était déjà une zone qui était un peu floue, on savait plus ou moins que ce n'était pas des securities. Mais là, ça a été vraiment statué, et c'est ça qui est vraiment très important. Pour moi, c'est limite la nouvelle la plus importante qu'on a eue depuis très longtemps. Parce que les termes qui sont utilisés peuvent être très vite détournés pour du proof of stake, et donc globalement pour 99,9% des crypto-monnaies, et je pense qu'il n'y a qu'un pas pour y arriver. Alors globalement, la reformulation est la suivante, c'est que le mineur contribue au protocole avec ses ressources, et le sécurise, et à côté touche des rewards qui sont liés principalement au protocole, et sur la base du software du protocole. Bon, pour faire simple, c'est-à-dire que on met en avant le fait qu'il contribue à la sécurisation du protocole et qu'il est rémunéré pour la sécurisation du protocole. Là-dessus, il y a quelques termes qui sont propres au minage, le fait que ce soit un mineur, le fait qu'on parle de puissance de calcul, mais la réalité c'est que le proof of stake, c'est pareil, c'est pas un mineur, c'est un staker qui sécurise le protocole en mettant, oui, son cash derrière ses cryptos, mais la réalité c'est qu'il sécurise le protocole et qu'il a des rewards liés au protocole. En fait, l'écart entre les deux, il y a juste un pas pour y arriver. Maintenant, est-ce que le proof of stake est vraiment en dehors de la juridiction des securities? Ça a toujours été la grosse question, et quand on fait le test, qui est le OWI test, qui est le test le plus important pour déterminer si oui ou non c'est une securities, le proof of stake, c'est compliqué de le passer, et on le passe assez facilement à partir du moment où on considère la notion de décentralisation. Et c'est peut-être là où il va falloir, encore une fois, avoir un peu plus de largesse et pouvoir définir des règles claires. C'est là où ça va être intéressant, avec notamment l'arrivée de Paul Atkins, qui connaît très très bien les cryptos et qui sera certainement capable de trouver la bonne règle pour pouvoir favoriser les cryptos et aussi permettre la réglementation, parce que la réglementation est essentielle, comme on a pu le voir avec les meme coins. Et en parlant de meme coin, on a Pub.Fun qui est en train de lâcher totalement Raydium, on en avait déjà parlé, il y avait des annonces qui étaient en train d'être faites, mais ça y est, c'est officiel, ils ont lancé leur propre DEX, leur propre exchange décentralisé pour pouvoir simplement gérer leur pool de liquidité des meme coins, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont besoin de personne d'autre. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour Raydium, c'est une mauvaise nouvelle pour l'ensemble de l'écosystème crypto, parce que je rappelle que Pub.Fun, ce n'est pas un protocole qui reste dans la crypto, c'est un protocole qui absorbe absolument toute la valeur qui est récupérée et la sort de la sphère crypto. C'est une société qui a pour but d'extraire de la valeur de la crypto-monnaie. Donc, ici, je considère que c'est quelque chose qui est négatif pour l'ensemble des cryptos. Par contre, ce qui est positif, c'est que Raydium eux-mêmes sont en train de répliquer en disant, écoutez, nous, on va faire un Pub.Fun. Et c'est vrai que le Pub.Fun est certainement plus simple à faire que une bonne pool de liquidité qui ne se fera pas hacker, parce que ça, c'est toujours très complexe. Et si on continue dans les bonnes nouvelles, on va aller se retrouver sur ici, Ethereum, où on nous parle d'avoir un méga pump coming. Alors forcément, Ethereum a une petite surperformance, tout le monde est en train de s'exciter, mais la réalité est que oui, en effet, on a vraiment peu d'Ethereum qui sont sur les exchanges. On arrive dans les niveaux les plus bas de 2015 au niveau du nombre d'Ether qui sont disponibles sur les wallets des exchanges. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'il y a peu d'Ether qui sont disponibles à l'achat pour pouvoir acheter tout simplement l'Ethereum. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas sur les plateformes leurs Ethers, ça veut dire aussi
que une grosse partie des personnes qui détiennent leurs Ethers préfèrent les garder, en tout cas pour l'instant. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Bon, est-ce que c'est suffisant pour déterminer qu'on va faire un méga pump? Absolument pas, vous l'avez bien compris, mais l'idée et la conception ici de ce graphique est très intéressante, parce que ça nous montre vraiment qu'on a un changement qui est en train de se faire au niveau des terres, et c'est plutôt positif sur le long terme. Bon, on va être obligé de faire un petit tour sur la macroéconomie, parce qu'on est dépendant de la macroéconomie, vous l'avez compris depuis déjà un certain temps. On a une petite pattern de retest sur l'oblique depuis un certain temps. On a eu une belle réaction sur ici l'imbalance. Est-ce que c'est suffisant? J'ai des doutes, je ne pense pas. Là on est plus dans une forme de consolidation. Il va falloir voir est-ce que oui ou non on arrive à repartir. Malheureusement, quand on a une consolidation comme ça, je dois vous avouer que au niveau du S&P 500 et du Nasdaq, c'est rarement pour refaire une accélération. On le voit bien, les accélérations sont liées généralement avec des petites consolidations. Par contre, les continuités baissières sont liées avec des grosses consolidations de ce style-là pour faire après derrière une nouvelle accélération baissière. Allez chercher toujours ces targets que je vous ai donnés, hein, ça change pas. Pour moi, on a une target dans les alentours des 18 300. On a les 19 000 qui sont pile poil au niveau de l'imbalance. Ça me paraît relativement faible comme target. Donc peut-être ici une target de clôture, ce serait vraiment le plus positif. C'est avoir une grosse mèche qui va liquider toute cette partie-là et qui reclôture au-dessus. Est-ce que ça va arriver cette semaine, la semaine prochaine ou le 1er avril? Malheureusement, on ne sait pas. Dans tous les cas, on est vendredi. Vendredi, plus de volatilité que les autres jours. Donc il va falloir surveiller l'ouverture du marché US et surtout à sa clôture. On sait très bien que le vendredi, c'est là où on a quand même pas mal de mouvements à surveiller. S&P 500 qui est un peu dans la même démarche. S&P 500 à surveiller les 5625 points pour moi. Ici, on a une balance qui est bien disponible pour pouvoir avoir un beau rebond. Si jamais on arrive à maintenir ce niveau-là, ça va être positif, que ce soit sur Nasdaq ou le S&P 500. Ça veut dire que on aura certainement une continuité haussière encore pendant un certain temps pour aller chercher une autre accélération, ce qui serait plutôt positif court terme. Après, on verra si oui ou non ça se terminera à long terme. Quelque chose qui pourrait se faire de ce style-là sur le Nasdaq, avoir un petit retest, repartir et reclaim cette partie-là. Ça, ce serait positif, ça nous donnerait de la marge pour faire une continuité baissière, aller travailler ici pour repartir là dans une phase d'accélération. Et oui, parce qu'on est toujours dans cette phase d'instabilité, instabilité géopolitique, avec un Trump qui impose des taxes douanières. Il s'est calmé en ce moment, très important de le noter. Il s'est absolument calmé depuis globalement une semaine. C'est pour ça qu'on est dans une phase de repos. C'est pour ça que là, on est en stand-by. Et je me demande clairement si c'est pas aussi par rapport à Jérôme Powell. Le fait que Jérôme Powell n'ait pas baissé les taux ou ne soit pas beaucoup plus enclin à baisser les taux fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une respiration. Alors, je pense pas forcément, je pense qu'on est plutôt entre les deux. Entre, à un moment donné, il faut laisser une accalmie pour revenir à la charge et que de toute façon, dans tous les cas, le 1er avril, il y aura les taxes douanières. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que ça va durer plusieurs jours ou pas? Je pense que le marché est en train de se préparer à ça, est en train de repricer ça. Et on va voir si oui ou non on aura un impact. Est-ce que le marché price le fait qu'il va revenir en arrière? Je ne pense pas. Avec le tour de force qu'il a imposé déjà de base, je pense que le marché a compris qu'il est capable de pouvoir le faire et de pouvoir le tenir sur le long terme. Et on verra si oui ou non on a un retracement puissant à partir du 1er avril. Ça va être la zone d'incertitude de mon côté. Autre chose, on va attaquer les crypto-monnaies, avec quand même l'injection de liquidité qui est de plus en plus fort. Comme on voit ici, la totalité des stablecoins qui sont regroupés, on est à plus de 205 milliards de dollars et on continue en fait à injecter. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est une phase de bear market. Bon, là on est quand même très très loin, on est toujours sur de l'injection de liquidité qui se fait, donc beaucoup de personnes qui injectent petit à petit. On voit bien qu'il y a eu quand même un gros pump fin octobre, début novembre, plutôt classique. Grosse accélération. Là, on est sur un petit ralentissement, comme on avait pu l'avoir, hop, ici, ou peut-être même ici, à surveiller. Dans tous les cas, on a toujours beaucoup de liquidités qui rentrent sur le marché, beaucoup de stablecoins qui sont présents, et on a une dominance qui est en train de monter quand même depuis un certain temps. Notamment quand on regarde l'USDT, alors je vais pas faire de dominance de l'ensemble des stables, mais ça nous donne une grosse partie. Sur l'USDT, on voit bien que on a une réaugmentation de la dominance, donc ça veut dire une grosse partie des personnes qui restent en stable ou qui passent en stablecoin. Pas d'injection de liquidité, à part juste cette semaine. Comme on le voit là, on voit qu'on a un petit switch. Mais de base, il faudrait qu'on ait une dominance qui baisse et avoir ici les stablecoins qui continuent à monter. Ça voudrait dire très simplement qu'on a une injection de liquidité qui se transfère, parce que si on baisse ici dans la dominance, dans les cryptos, BTC et les altcoins de base. Donc ça veut dire que ici on aurait bien un transfert. Là, ce n'est pas le cas, mais on a ici une respiration qui est plutôt classique. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être vraiment avoir une continuité baissière au niveau de la dominance et continuer à imprimer des USDT, et ça va être positif sur
encore une fois, le long terme. Et oui, parce qu'il va falloir être patient. J'arrête pas de le répéter, mais c'est qu'il y a une raison, c'est pour bien imprimer le fait que l'impatience, c'est là où on fait généralement les plus grosses erreurs et que on est toujours bloqué dans la peur, on le rappelle, parce que on a une peur sur la macroéconomie, parce qu'on parle de bear market, parce qu'on parle de récession, on parle de dépression, on parle de tous les mots négatifs que l'on pourrait avoir actuellement et forcément on est bloqué dans cette vision-là, alors que techniquement on n'a toujours pas invalidé la tendance et il faut le garder en tête. Après, encore une fois, c'est ma vision et je tenais à vous le préciser. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ma vision, je vous rappelle qu'en commentaire et en description, vous avez la possibilité de me rejoindre dans ma communauté privée gratuite. Vous avez accès à des lives, vous avez accès à de la formation, vous avez accès à un endroit où vous pouvez communiquer avec d'autres investisseurs comme vous, à savoir que je vais préparer un nouveau live sous peu. Pour vous inscrire, c'est en commentaire et en description. Et on est parti sur la courbe de Bitcoin, avec ici toujours cette vue weekly sur le CME. Il faudrait impérativement qu'on maintienne ce niveau-là, d'accord. Idéalement, j'aimerais bien qu'on clôture un petit peu au-dessus de la bougie, là-dessus qu'on ait un corps de bougie qui soit au-dessus de la précédente, c'est de montrer justement une réaction haussière. Si malheureusement on clôture pas, c'est pas grave, mais in fine, ce serait vraiment positif. Par contre, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on clôture en rouge ici, d'accord. On clôture en rouge là, ça invaliderait justement la puissance de la bougie précédente, et bougie qui est quand même très forte, qui est une bougie de retournement. Là, il va falloir valider avec ici une autre bougie qui soit plus puissante que celle-ci. Alors, elle est suffisante, mais il faut quand même qu'elle soit plus puissante, et j'aimerais bien qu'on reclôture idéalement au-dessus des 85 000, voire même un petit peu plus haut, 86 000, ce serait parfait. Je pense pas que la volatilité soit dans ce sens, et malheureusement, je pense qu'il va falloir, encore une fois, être patient. Alors pourquoi la volatilité n'est pas dans ce sens-là? Parce que déjà de base la volatilité n'existe pas. C'est-à-dire que quand on regarde sur le mois de mars, oui il y a des volatilités intraday dans la semaine, mais la réalité c'est qu'on n'a pas bougé entre aujourd'hui, donc 21 mars, et le 1er mars. Oui, on n'a pas bougé au niveau du prix. C'est très important de le comprendre, on n'a juste pas bougé. Donc il faut juste prendre en considération qu'on n'a pas eu de volatilité sur le mois de mars. Et forcément, les 10 derniers jours qui nous restent, c'est là où on va attendre un maximum de volatilité pour pouvoir compenser tout ce que l'on a eu là actuellement et avoir idéalement une réaction haussière pour potentiellement avoir de l'espace si jamais ça se passe mal début avril. Et donc ce que l'on attend c'est une réaction haussière. Est-ce qu'on est bien parti sur une réaction haussière? En tout cas, à court terme, on arrive à aller retravailler des zones qui sont intéressantes. On est allé chercher toute la liquidité qui se trouvait ici et se trouvait ici dans cette accélération. C'était plutôt positif. On est allé retester l'oblique qui se trouvait là. Ok, on a été rejeté, mais on n'a pas cassé les zones les plus basses. On n'a pas cassé les 80 000. On est juste en train d'aller retester tout le top ici. Et ça, c'est vraiment positif. D'accord? Ça, c'est positif. Ça ne veut pas dire qu'on invalide la tendance, attention, c'est deux choses séparées. Ça veut juste dire que dans l'action du prix que l'on voit actuellement, on a une réaction qui n'est pas 100% baissière maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a eu une phase de capitulation qui a été vraiment importante avant, et donc la partie sell side, donc la partie de vente, est en train de s'épuiser petit à petit. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas revenir, mais ça veut dire aussi que si jamais on a une accélération haussière, il y a de grandes chances que BTC suive aussi très fortement. Pour moi, malheureusement, pour invalider cette baisse et avoir vraiment une volonté de reprise, il va falloir casser des niveaux clés. Et ces niveaux clés, ils sont beaucoup plus hauts, malheureusement. Ils se trouvent dans ces zones-là, d'accord? Donc au-dessus des 92 000, idéalement, une clôture au-dessus des 95 000 serait un bon signal. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller retester plus bas pour repartir, mais ça veut juste dire qu'on aurait vraiment une invalidation de la tendance et de la structure. Là, c'est pas le cas, malheureusement. On a juste ici la mise en place potentiellement d'un bear flag pour avoir une continuité baissière, aller chercher la liquidité et voir après pour repartir. On a toujours malheureusement de la liquidité qui se trouve ici, on a comblé les gaps CME, mais on a toujours de la liquidité sur la partie basse. On doit la prendre en considération, ça n'est pas une obligation d'aller la chercher, mais on a quand même beaucoup d'attrait avec la liquidité plus ce top là, d'accord, dans les 73 000, plus l'imbalance qui se trouve dans les alentours de 70, il faut le garder en tête à un moment donné, que ça reste quand même un gros appel baissier, surtout que on a, comme je vous l'ai montré sur le Nasdaq et le S&P 500, des targets aussi un petit peu plus basses, qui seraient en cohérence dans les deux, et on pourrait très vite se faire emmener par la macroéconomie. Autre chose à prendre en considération, c'est que on a quand même toujours de la liquidité, notamment dans les 80 000, hein, là on le voit bien, c'est en train de se densifier petit à petit, et même juste en dessous du lot qui a été effectué dans les 83 000, on a pas mal de choses dans les 82 000, 80 000 et forcément 75. Si on dézoome, la plus grosse liquidité pour moi c'est vraiment les 100K. Donc à un moment donné on va aller la chercher, et on va aller la chercher fort, très très fort. Et pour ça, est-ce qu'on va la chercher avant d'aller chercher plus bas, ou est-ce qu'on va chercher plus bas et chercher ensuite?
idéalement, si on va chercher plus bas, puis ensuite on fait l'accélération haussière, c'est le scénario le plus bull que l'on pourra avoir. Donc, encore une fois, je vous le répète, il faut être patient, ne pensez pas que ça va se faire du jour au lendemain, qu'on va faire hop là, en l'espace de quelques jours. Non, malheureusement, ça peut prendre quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec, en effet, in fine, des mouvements qui peuvent être rapides, puis après des phases de consolidation qui peuvent être très longues, et c'est pour ça qu'il faut être patient. Ensuite, autre chose, on valide une stabilisation actuellement du cours, ce qui est plutôt positif, d'accord? Sur cette phase de consolidation là, on voit que l'open interest est aussi en train de se consolider, avec derrière des funding rates qui sont plutôt stables en oscillation, mais plutôt un petit peu longues. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que là, on a un équilibre qui s'est effectué, et c'est pour ça qu'aussi on a une stabilisation. Donc c'est positif. Là, ça veut dire aussi qu'on a un rééquilibrage qui est en train de se faire entre la partie vendeur et la partie acheteur au niveau de BTC. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais ça veut juste dire que là, cet rééquilibrage est essentiel pour avoir une forme de consolidation. Là, dans ces phases de consolidation, c'est là où on crée de la liquidité en haut et en bas, qui est nécessaire pour pouvoir faire une accélération, soit baissière, soit haussière. Et généralement, quand on crée ces phases de liquidité, qui sont des phases de liquidité qu'on crée en bas et en haut, on a tendance à aller chercher la liquidité, réintégrer. Donc là, on a fait une purge de liquidité pour ensuite après faire un mouvement ici. Ça pourrait être dans le sens inverse, hein. Ici, tac, et faire après un mouvement baissier. Mais quand on voit ces stabilisations-là, ça sous-entend que là, la phase de peur elle est en train de se calmer, tout le monde est en train de redescendre émotionnellement sur ce qui s'est passé. Soit ceux qui n'étaient pas capables de le gérer ont fermé le wallet, ont fermé les yeux, ou potentiellement ont vendu. Ceux qui sont présents sont encore présents et sont en acceptation de ce qui est en train de se passer maintenant. Et encore une fois, ça reste ma vision, et pour moi, je reste toujours bull pour l'instant. Il n'y a rien qui invalide cette partie-là. Et ce sera tout pour ce matin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, avant de partir, on fait un petit like, on s'abonne, et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.